Et Eric, je te laisse la parole pour présenter Madame Rouchier. Oui, bonjour. Juliette Rouchier, vous êtes directrice de recherche au CNRS, plus exactement au LAMSAD à Paris-Dauphine, après avoir été à la Vieille Charité à Marseille. Et vous êtes spécialiste des systèmes multi-agents, notamment pour tout ce qui touche les simulations propres aux sciences sociales. Et vous êtes investi, comme nombre d'entre nous, dans l'étude fine de la pandémie, dans une démarche que je qualifierais de citoyenne et évidemment complétée d'une démarche authentiquement scientifique. Vous avez publié avec Victorien Barbet un ouvrage que je vais montrer à tout le monde qui s'intitule La diffusion. Je ne sais pas si vous me voyez, voilà, je le montre. Donc, c'est cet ouvrage-là, La diffusion de la Covid-19, que peuvent les modèles? Et vous l'avez fait très tôt, puisque c'était durant l'été 2020. Vous proposez aussi des analyses sur le blog Blue Juliet de Mediapart, et vous avez participé à la fondation du groupe Compréhension.org, jeu de mots assez joli avec compréhension. Ce groupe d'une trentaine de personnes édite un site web qui est destiné au public éclairé, qui est particulièrement efficace. Il y a même des modèles qu'on peut expérimenter, etc. Vous apportez un regard critique et étayé sur la question des politiques publiques sanitaires, et c'est pour ça que nous vous écoutons maintenant avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce séminaire et de me donner l'occasion de dialoguer encore sur ces questions qui sont quand même un petit peu complexes. Alors en fait, je vais vous présenter quelque chose qui est un petit peu dépassé finalement, parce que dans les faits, la proposition que j'avais faite et la proposition qui avait été faite par le collectif Compréhension avant que je sorte le livre, qui est un peu dans la continuité, finalement n'a pas été utile, à savoir il n'y a pas eu de grand collectif de chercheurs interdisciplinaires avec plein de points de vue et plein de méthodes qui a dialogué pendant la période pour essayer d'améliorer la prise en charge de la situation. Donc ça ne s'est pas réalisé, je ne sais pas exactement pourquoi. Le CNRS avait tenté de lancer quelque chose, puis finalement ça s'est concrétisé dans un séminaire. Donc pas un espace de discussion, juste quelque chose où on présentait des résultats et où on publiait des papiers. Donc en fait, la question de l'aide à la décision, elle n'a pas tellement été saisie. Et comme vous l'avez dit, ça se voyait un petit peu dans l'expression de ce qu'était le conseil scientifique. Alors en particulier, dans ce conseil scientifique, on avait pu noter qu'il n'y avait pas d'économistes, il n'y avait pas de statisticiens et il n'y avait pas de gens spécialisés de l'aide à la décision. Moi, c'est les trois qui m'ont marqué. Après, je pense que d'autres gens qui connaissent aussi des détails dans les crises sanitaires remarqueraient qu'il y avait d'autres qui manquaient. Alors, je voulais juste rappeler qu'est-ce que c'est que l'aide à la décision. Parce qu'en fait, là, je viens plutôt comme dans une logique aide à la décision que connaissent aussi les économistes, en particulier ceux qui font de l'évaluation. En fait, les questions de choisir entre différentes politiques et différentes situations, différentes actions, n'est jamais quelque chose qui se présente de façon monodisciplinaire, n'est jamais quelque chose qui va se présenter de façon monocritère, mais il y a une grande tradition de l'aide à la décision qui montre que c'est un processus complexe de faire de la décision et que la formalisation du problème ou la partie modélisation ne représente qu'une partie du travail de l'aide à la décision. La réelle difficulté dans l'aide à la décision, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire faire exprimer la réalité du problème qui se pose à un décideur de la façon la plus claire. Donc là, pendant une longue période au début de la crise, l'expression claire, c'était éviter la saturation comme ça a été rappelé par M. Flour, et éviter la saturation des hôpitaux. Donc ça, c'était assez clair comme façon de regarder. Mais il n'empêche que ça restait du monocritère. C'est-à-dire qu'on était en train de régler un problème, on sait qu'on en a fabriqué pas mal d'autres, et ceux-là, ils n'ont pas été étudiés, ils n'ont pas été exprimés et ils n'ont pas été discutés. Or, normalement, quand on fait de l'aide à la décision, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des options, donc les différents degrés de restrictions qu'on pouvait imaginer ou les différentes modalités d'intervention. Maintenant, c'est possible médicale à travers
les vaccins, mais il faut qu'on rende comparable. Donc, il va falloir créer des indicateurs qui soient composites ou qui soient relativement simples, comme le nombre d'années perdues, le nombre d'années gagnées par des politiques, qui soient exprimables sous ce format-là. Et donc, l'idée, c'est qu'il est très important, de comprendre quel est le vrai problème et de l'exprimer clairement et de créer en fonction de ce problème les bons indicateurs, mais aussi d'être capable de considérer qu'il n'y a pas que cet indicateur-là dans la survie d'une société ou n'importe quoi. Et la partie modèle, finalement, ne représente qu'une toute petite partie. Et ça va être déjà la formalisation. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage qu'on va chercher à faire? Mais on va aussi être obligé de fournir, à partir de ces idées, des différentes options qu'on a, à partir des formes d'arbitrage qu'on a mis en place, il va falloir qu'on soit capable de classer ces options, donc de dire celle-là est mieux selon tel et tel critère, mais moins bien selon tel autre critère. Et tout ça, c'est un travail qui est éminemment collectif, en particulier quand on est dans l'interdisciplinaire, et qui n'a pas été particulièrement mis en œuvre. Donc moi, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas eu d'aide à la décision pendant la période. C'est-à-dire que le conseil scientifique, ce n'est pas un rôle d'aide à la décision qu'il a donné, dans la mesure où, dans les rapports, en tout cas moi que j'ai vus en partie, il y avait rarement ce genre de travail qui était fait et d'explicitation fine et de comparabilité de toutes les options. Donc, c'est pas grave, je veux dire, c'était pas forcément ce qu'on lui a demandé. Mais il y avait en particulier deux aspects qui m'ont paru aussi importants à spécifier là et j'expliquerai pourquoi je pense que dans un contexte d'aide à la décision, la modélisation telle que moi je l'ai développée, elle aurait été pour le coup très utile. C'est que, là vous allez voir, c'est des modélisations qui rendent excessivement explicites les causes de tous les résultats et les raisons de la logique pour laquelle on arrive au résultat. Et donc, c'est des modélisations qui, quand elles servent dans un dialogue science-société, sont excessivement utiles pour augmenter la légitimité des outils, rendre perceptibles et compréhensibles et rendre accountable un certain nombre de rendre accountable en particulier la transparent, les décisions et le chemin qui est suivi. Alors, qu'est-ce qui a été utilisé comme modèle? Donc, on revient à la question purement des modèles, c'est-à-dire sans poser la question de l'enrobage et de leur utilisation et de leur intégration dans un processus de décision et d'élicitation des préférences, des valeurs, etc. Il y a eu les modèles CIR, individus centrés, dont je viens un petit peu parler, qui ont été un petit peu présents au début, qui semblent avoir été très, très importants dans les premières décisions de confinement. C'est le récit qui est fait, en tout cas, de la place de l'équipe de Ferguson, de l'Imperial College au niveau européen pour la décision de confiner. La première décision de confiner, ça a été un argumentaire fort. L'avantage des CIR qui peuvent se transformer en CIS, mais ça j'en parlerai juste un tout petit peu, là pour l'instant on est quand même plutôt sur des CIR. L'intérêt, c'est que c'est une construction bottom-up dans laquelle on est obligé d'expliciter ces hypothèses au maximum et de fabriquer des univers qu'on va analyser. Donc on fabrique un univers et c'est cet univers qu'on analyse. Pas qu'on fit aux données extérieures, c'est qu'on construit un univers de diffusion de maladies qu'on observe. On fabrique vraiment, on appelle ça in silico, une expérience in silico. Après, il y a eu beaucoup de modèles CIR à compartiment qui sont un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui sont dans un état susceptible, ils n'ont pas encore été touchés par la maladie, qui sont en état infecté et ceux qui ressortent après l'infection et qui sont immunisés, donc ne rentrent plus dans le groupe et on fabrique des fonctions de transition, en fait, probabilistes pour faire passer les agents d'un groupe à l'autre. Donc ça a été beaucoup utilisé pour la prédiction. Je dirais que si vous connaissez un peu l'économie, ça aurait tendance à être de la micro par rapport aux autres modèles qui étaient plutôt de la macro, pardon, alors que les autres modèles seraient plutôt de la micro. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fonctionne avec une notion d'agent représentatif probabilistiquement, qui évolue probabilistiquement. Donc c'est un peu différent comme conceptualisation de modèle. Et puis après, il y a eu quand même beaucoup. Moi, ce que j'ai vu énormément, c'est des modèles phénoménologiques, c'est-à-dire des extrapolations, qui ne sont pas nécessairement explicatives, qui ne sont pas nécessairement descriptives des processus, mais qui par contre disent « attendez, nous avons tant d'hospitalisation ». Ça signifie et nous connaissons à peu près la fonction du passé, et ça signifie qu'à tant et plus 1, nous aurons une hospitalisation, un taux d'hospitalisation qui devrait être dans une zone prédictive. Donc cela ne passe pas par des explications, et je dirais passe pas par de la théorie.
Et je n'ai pas vu beaucoup les intégrations des connaissances que j'ai pu observer, enfin, ou des questionnements et des controverses qui ont pu irriguer toute la période. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont très peu de paramètres et que donc les fit et la crédibilité de l'usage des données pour extrapoler, elle est quand même beaucoup plus puissante que dans d'autres modélisations. Donc, comme je disais, les modèles agents, c'est vraiment fabriquer un univers artificiel dans lequel on fait interagir des programmes, en fait, qui chacun est autonome et donc représente un agent, représente comme un individu. Et donc, ces petits programmes, ils vont pouvoir percevoir les autres. Alors, on peut faire des choses plus ou moins sophistiquées, peuvent percevoir les autres, envoyer des messages, percevoir un environnement, etc. Quand on fabrique un modèle de diffusion en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits agents qui représentent donc chacun un individu qui est dans un état, il est infecté ou il est sain, susceptible, ou il a déjà été malade et il n'est plus malade. On sait que quand il est infecté, ça dure un certain nombre de pas de temps. Donc, c'est un des éléments très importants, c'est combien de temps il est infecté, combien de temps il peut infecter les autres. À chaque fois qu'il rencontre un agent, quelle est sa probabilité de transmission et combien il a d'interactions avec les autres, c'est-à-dire quelle est la forme de son réseau d'interaction, quelle est la fréquence de ces interactions, etc. En gros, sur la base de ces éléments-là, on peut fabriquer un univers abstrait dans lesquels réellement un virus circule entre des agents. On voit le virus circuler entre les agents. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que comme on fabrique un monde, on peut agir sur ce monde et essayer de comprendre comment est-ce qu'on agit sur ce monde. Ou bien, si on observe des événements dans le monde réel, comment est-ce qu'on arrive à les générer avec ce monde? Qui est une des façons de dire qu'on utilise ces modèles-là pour faire de la troisième voie en analyse de modélisation sociale, à savoir qu'on va faire du rétro-engineering, c'est-à-dire essayer de comprendre comment un phénomène a pu être généré. Donc là, je vais vous montrer deux questionnements comme ça autour de ça. Alors, la modélisation, donc en fait, agent-based modeling, donc celle dont je parle, celle où on fabrique un univers, elle n'a pas été énormément utilisée pendant cette crise. Finalement, au début, j'ai réagi très vite parce qu'elle avait été utilisée, qu'elle a généré beaucoup de discussions sur les réseaux et les forums. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné justement parce qu'il n'y a pas eu de réflexion qualitative sur les questions. Et donc, au début, il y a eu le papier de Ferguson. On a pu observer, il y a eu Hortel, Blachier et Leleu, dont je reparlerai, qui ont sorti un papier dans Nature, dont je parlerai juste après, un petit peu. Et il y a eu un travail qui était moitié quantitatif et prédictif, moitié qualitatif. Moi, j'aurais tendance à classer dans le qualitatif, mais ils leur ont fait faire beaucoup d'efforts. Les reviewers ont fait faire beaucoup d'efforts de calage aux données pour les extrapolations. Et donc, il avait un petit côté aussi, je dirais, prédictif, qui est le travail de Gianluca Manzo, qui est intervenu très très tôt dans le débat public par rapport au modèle et en critiquant le modèle de Ferguson sur les mêmes lignes que moi. À savoir, c'est des modèles, si on n'a pas une bonne représentation des interactions et des réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Ce sera faux. Tout sera faux. Et je vais vous dire tout ce qu'on sait déjà de ces modèles de diffusion, qui sont des éléments essentiels, où on ne peut pas, si on a utilisé un réseau social, on ne peut pas, en tout cas à ma connaissance, et je vais pas me le vérifier, attenter, extrapoler les résultats qu'on a avec cette forme de réseau social aux résultats qu'on aurait avec une autre forme de réseau social. Pire, si on fait une taille de population, on multiplie par 100 la population, on n'est pas du tout sûr que les phénomènes qu'on a observés dans ce phénomène de diffusion seront vrais dans une population plus grande. Donc ça, c'est quand même super embêtant. C'est des modèles qui, pour la prédiction, ne vont pas bien fonctionner parce qu'ils sont excessivement dépendants à quelques éléments et qu'on connaît assez mal, finalement, qui sont les réels réseaux sociaux des gens. Alors ensuite, vous avez parlé de compréhension, c'est gentil. On a fait, en fait, pendant la période, c'est Arnaud Banos qui a lancé ça. Et le collectif, il est décrit, ça a été un collectif très, très, très actif avec beaucoup de jeunes et des ingénieurs et des chercheurs et des gens plus anciens qui avaient déjà une grande expérience des habitudes de modélisation des épidémies et une connaissance des épidémies et d'autres qui étaient plutôt du côté récupération de données, statistiques, etc. Et là, ce qu'on a créé et qui a tourné très rapidement, ça a été un système de questions qui était atteignable par n'importe qui sur Internet. On sélectionnait les questions ou bien on disait celle à laquelle on ne pouvait pas répondre avec le type de modèle qu'on avait parce que nos modèles ne répondent pas à tout. Bon. Et donc, ça permettait de cadrer qu'est-ce qui était de relever de nos modèles ou ne relevait pas de nos modèles. Et en fait, chacun choisissait un modèle, on faisait des sous-groupes, enfin une question, pardon, et on faisait un modèle pour répondre à la question. Et parfois, même des fois, il y a eu plusieurs modèles pour répondre à la même question.
Ce qui a permis et on se corrigeait les uns les autres, et on discutait sur les thèmes, on se critiquait, etc. Ce qui a pu faire apparaître dans ce collectif aussi des styles de modélisation, et combien effectivement la formalisation de la question a une importance finalement sur qu'est-ce qu'on va pouvoir dire réellement. Donc vous allez voir, vous voyez, c'est très relativiste, mais c'est parce que je pense, et c'est un peu ce que je défends dans le livre, que les modèles étant très très loin d'être chacun la vérité, il y a une nécessité d'une grande pluralité de modèles pour pouvoir aborder des questions qui sont similaires, proches, et même la même question, on peut démontrer quasiment des choses opposées avec des modèles différents selon les hypothèses qu'on y met. Donc, l'idée de la pluralité et de la controverse autour de modèles, je la défends et je la défendrai encore très très longtemps. L'avantage en plus de ces modèles-là, c'est qu'on était parti sur du KISS, c'est-à-dire des trucs très simples dans lesquels on expliquait bien quels étaient les ressorts qui expliquaient tel ou tel phénomène. Donc là, vraiment, je vous recommande de vous rapporter à compréhension. Il y a aussi des trucs qui sont plus verbaux, qui ne sont pas liés à des modèles, qui sont plus des expériences de pensée. Alors attention, quand je vais parler de modélisation qualitative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chiffres, parce qu'en fait, finalement, on écrit tout le temps des algorithmes, on a des fonctions de transition, on a des fonctions de seuil. En fait, on a toujours des valeurs numériques. Par exemple, on part du taux pour trouver le petit taux de contagion, quand deux agents interagissent, dont on a vu que c'est compliqué parce que tous les agents en plus ne transmettent pas de la même façon. Mais ça, moi, je ne l'ai pas pris en compte. Pour moi, c'est homogène, le taux de contagion entre les agents. Ben oui, mais on ne peut pas le deviner, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que c'est, le taux de contagion au moment d'une interaction. Donc, on fait du rétrofeedback sur R0. Et à partir d'une taille de population, on se dit, je veux étudier une situation dans laquelle nous avons R0 entre 2 et 3, qui est l'état naturel, à l'état naturel. Et je regarde comment j'agis sur ce R0. Alors, ça fait que des fois, moi, j'ai des taux dans nos modèles, on a des taux de contagion qui ne sont pas très logiques, qui sont de l'ordre de 20%. À chaque rencontre, on a une chance sur 5 de se transmettre la maladie. Bon, ça, c'était à cause des tailles de population qu'on a testées. Bon, c'est pour ça que tout ça, c'est très, très méthodologique ce que je vous dis. Et finalement, il aurait vraiment fallu l'intégrer dans un truc où il y avait une vraie task force, quoi. On était vraiment nombreux, parce qu'à 20 chercheurs, et moi, c'est à 2 qu'on a travaillé. Bon, on ne peut pas faire des choses, partir dans toutes les dimensions, c'est trop compliqué. Mais donc, qualitatif, ça utilise des valeurs numériques, c'est juste qu'on s'intéresse aux propriétés du système. Et souvent, c'est moins coûteux en données parce qu'on fait des feeds, vous voyez, qui sont minimalistes. On n'a pas besoin d'avoir la réalité des hospitalisations pendant un temps donné, etc. On peut avoir des ordres de grandeur. On peut se permettre de travailler avec des choses qui sont beaucoup plus approximatives que les gens qui font du quantitatif, qui veulent donner une valeur numérique. Alors, j'ai vu que Pablo était connecté et quand même, moi, un des trucs que j'ai noté dans son livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation », où il est très critique de la modélisation en sciences sociales, c'est que quand même, c'est rarement recommandé, vu la complexité des situations sociales, de produire une valeur numérique, en particulier avec les modèles agents tels qu'on les utilise. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, je vais dire rapidement, il y a des choses déjà tautologiques, qui sont d'abord qui ne sont pas évidentes, mais qu'on connaît déjà de ces modèles. On sait qu'ils fabriquent très bien des prophéties autoréalisatrices, donc si les agents croient quelque chose, ils le fabriquent, en particulier sur les marchés financiers, sur les processus de racisme. Donc, il y a des boucles entre la croyance et la réalisation de la croyance qui sont très faciles à analyser à travers ces modèles-là. Il y a les questions de congestion sur les marchés des ressources. Quand tout le monde veut la même chose, on peut travailler sur des informations qui doivent circuler pour éviter que tout le monde aille acheter la même chose au même moment, etc. Il y a les problèmes de polarisation, c'est-à-dire qu'en gros, si on se met à s'imiter et à se croire les uns les autres et à se faire confiance les uns les autres et à imiter l'opinion des gens, de proche en proche, en fait, le processus d'imitation de proche en proche va créer de la polarisation qui fait que les gens ne se parlent plus du tout. Et ça, c'est à tous les coups. C'est-à-dire que tous les trucs d'imitation et d'influence ont produit de la polarisation sans aucune difficulté. Ça, c'est s'il n'y a pas d'institution centrale ou n'importe quoi de communication. Mais tout ce qui est distribué, ça fait de la polarisation. Et après, c'est très facile de fabriquer des processus de renforcement à plusieurs échelles. Donc, un individu veut quelque chose de petit et tous les individus veulent une chose petite, ça produit quelque chose de grand. Ça, c'est chez Schelling, c'est assez connu. Enfin, c'est en particulier le désir de similarité qui produit une discrimination énorme. Après, il y a le désir de renforcer un peu la hiérarchie. Ça fait renforcer beaucoup les hiérarchies. Et on peut avoir des situations sous-optimales de comportement par imitation, etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît déjà très, très bien, en fait. On connaît depuis 20 ans.
Tout ça, c'est des résultats qui datent depuis 20 ans, qui sont des résultats structurels stables et sur lesquels on retombe tout le temps. Donc en fait, l'intérêt, c'est quand même, moi ce que j'ai trouvé comme intérêt d'avoir quand même en présence des modèles comme ça, même si je suis assez sévère vis-à-vis du modèle de Hortel, Blachier, Leleu, c'est que ça mettait réellement l'accent sur la diffusion. Ce qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment fait au niveau des modèles, en particulier pendant la première vague, c'est-à-dire où il y avait 4 régions qui étaient touchées, toutes les autres n'étaient pas touchées, et on faisait comme si partout la dynamique était la même. Alors qu'on n'était pas du tout au même moment dans la courbe épidémique dans les différents endroits, et que donc la diffusion ne pouvait pas donner quelque chose de prédictible de façon agrégée aussi simplement. Et ça, bon, moi, je n'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas été traité par nos collègues. J'ai déjà posé la question, non à Patrice. Et c'est quand même quelque chose qui a été fort, parce que même après, il me semble que c'était un point important au niveau de la culture aussi générale des gens, cette idée que la diffusion était importante, parce que au moment où on a dit il va falloir vacciner tout le monde, j'ai vu 15 jours après tout le monde en train d'être déçu parce que ce n'était pas déjà fini. Et en fait, avec cet abandon de l'idée que les choses se diffusent, qui finalement a été discuté, hein, je reparlerai de Friston, mais Friston a quand même fait Carl Friston, qui est un neurologue, qui lui a utilisé des modèles beaucoup plus qu'ils utilisent dans le cerveau, la neurobiologie, etc. Ils ont quand même montré qu'à tenter, il y avait 80% de la population qui n'était juste absolument pas concernée par le virus pendant jusqu'au mois de juin, quoi, en gros. Donc toute cette période-là, personne n'était en contact à un quelconque moment. Enfin, il y avait 80% des gens qui... Alors, c'est pas vrai, 80%, c'est les gens qui n'étaient pas en contact, plus les gens qui sont résistants du fait les contaminations croisées, enfin, l'immunité croisée liée au coronavirus antérieur, ce qui est une des grosses hypothèses. Et puis, j'ai perdu son troisième truc. Mais en tout cas, il y avait le réseau qui était dedans, c'est-à-dire le fait qu'on était non atteignable. À travers la diffusion, on était trop loin des espaces où était et donc ça aurait quand même été pas mal d'en discuter dans la première partie, surtout face à un confinement national. Bon. Et alors qu'on aurait pu faire des fermetures de régions, comme des fermetures de pays. Voilà. Ça aurait été quand même assez intéressant. Et ça, c'était visible avec les modèles agents, mais tout de suite. En fait, c'était l'idée de base des modèles agents, elle était là. Voilà. Après, il y a les 2 problèmes classiques qui sont pour la prédiction. Il faut un gros jeu de paramètres pour fitter. Et d'ailleurs, le modèle de Ferguson, que je me permets de critiquer dans le bouquin, sur la partie extrapolation du modèle pour traiter de la Covid, c'est un modèle qui a vraiment un rôle à jouer avec la grippe. Parce qu'avec la grippe, on a des jeux de données qui sont anciens, et donc ce modèle a pu être fité avec une grande subtilité pour plein de cas, pour plein de types de virulence, c'est-à-dire soit de rapidité de circulation, soit d'importance des symptômes, etc., de la grippe. Donc, ce modèle qui était juste, certainement pour la grippe, vu la quantité de travail qui avait été fait dessus, ne pouvait pas être extrapolé aussi facilement, et il n'y avait pas assez de données à ce moment-là pour fitter réellement, quantitativement. Bon, après, il y a toujours cette critique de la structure. Alors, il y a un vieux papier qui n'a jamais été publié, qui est toujours sur Archive, je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, lui, l'étudiant qui avait fait ça est parti dans le privé, où il fait de la thèse, il fait de la recherche dans le privé, en informatique, et je crois qu'il veut faire une EHDR bientôt, mais il n'a jamais publié ce papier, qui était un papier essentiel. Enfin, il est resté sur des archives, donc on le connaît, il est là, où il a fait en fait des processus de diffusion sur plein de réseaux différents. Et c'était lui qui avait montré qu'en fait, même si on a la même structure de réseau en termes de distance maximum entre les agents et le même niveau de clustering, et là, ce que vous observez sur les dessins des réseaux en haut à gauche, c'est des niveaux de clustering, c'est-à-dire des niveaux de regroupement. Dans quelle mesure est-ce que si vous avez un ami, vous avez, 2 personnes aiment la même personne, dans quelle mesure est-ce qu'elles vont se connaître elles aussi? C'est-à-dire ce qui constitue les small worlds. Donc, le niveau de clustering, c'est ce qui constitue le fait que les amis de mes amis sont mes amis. Et donc, en haut à droite, vous voyez un qui est très bien connecté, c'est des îles interconnectées. Donc, avec des gens qui se connaissent très, très bien. Et puis, il y a des réseaux qui sont plutôt des réseaux aléatoires. Et puis, il y a des réseaux qui sont plus en étoile, avec des agents qui sont très centraux et d'autres qui sont moins centraux, et puis des agents qui ne se voient jamais. Enfin, donc, voilà, ils fabriquent des modèles, en fait, avec les caractéristiques, elles sont structurelles. Et ils les génèrent à partir de plusieurs algorithmes différents de génération de ces réseaux.
Et en faisant passer le modèle de diffusion, le même modèle de diffusion sur tous ces réseaux, par exemple sur du Wastestocrate, c'est-à-dire ce qui est en haut à gauche, vous avez les résultats en rouge. Un résultat, c'est la durée de l'épidémie et le nombre d'agents qui sont touchés lorsque cette épidémie circule. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez en bas à gauche des épidémies qui ne démarrent pas, en haut à gauche des épidémies qui démarrent et qui sont très rapides et très virulentes, certainement un pic comme ça, et tout un tas après d'événements qui sont la répartition par rapport à ces modèles-là, de tous les événements possibles, de toutes les histoires possibles de simulation. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une dépendance au chemin extraordinaire, parce qu'avec exactement les mêmes caractéristiques mathématiques, on obtient des histoires complètement différentes en fonction, en gros, d'où commence l'épidémie par rapport à toute la population. Et puis, vous avez des exemples sur d'autres types de modèles qui sont, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes caractéristiques structurelles quand on les observe. Par contre, ils ne sont pas générés de la même façon pour obtenir ces caractéristiques structurelles. Mais ce que ça veut dire, en gros, tout ça, c'est que si vous n'avez pas exactement le bon réseau pour faire tourner votre modèle de diffusion, vous en direz des choses qui vont être très approximatives. Ou alors, il faut faire tourner sur beaucoup de réseaux équivalents pour essayer de voir quelles sont les histoires possibles et l'ensemble des histoires possibles. Et si possible, après, apprendre à les détecter, c'est-à-dire créer des indicateurs dynamiques qui vont permettre de détecter tout de suite si on est plutôt dans un cas qui va se diffuser très vite et voilà, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on coupe les nœuds, etc. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas le réseau, à part faire un travail, comme je suis en train de faire un peu théorique sur les grandes questions qu'on peut aborder et les phénomènes qu'on va être capable de générer, bon, c'est pour ça que le modèle, donc c'est un Stochastic Agent-Based Model of the SARS-CoV-2 Epidemic in France, qui est un papier qui a été publié dans Nature et qui, lui, a été utilisé pour essayer de prévoir l'intérêt du confinement, de son arrêt, puis surtout de ce qu'il faut faire une fois que le confinement était fini. Là, ça discutait un peu ce qu'il faut faire une fois que le confinement était fini. Et le même modèle a été utilisé, mais il n'a pas été publié, pour essayer d'étudier qui il faudrait vacciner, voilà, quelle était la stratégie de vaccination à mettre en place, et j'en parlerai juste après. Et donc, ce qui est rigolo dans ce modèle, et ça, c'est une utilisation que je trouve un peu naïve des agent-based, d'ailleurs, personne d'autre l'a plus fait après, qui était en fait d'utiliser une quantité astronomique de paramètres pour fabriquer ce qui s'appelle une population artificielle. Donc, on prend des indicateurs de là où on habite, on prend là où les gens habitent, les indicateurs de là où les gens travaillent, et on essaye de fabriquer une population artificielle dans lesquelles on fait exactement ce qui est la réalité du monde. Sauf qu'au milieu, on est obligé de mettre aussi beaucoup d'hypothèses pour raconter le monde tel qu'on va le réaliser là-dedans. Donc, par exemple, là, clairement, ils ont pris la convention, quand on fait un confinement, on supprime 70% des liens. À tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens qui continuent à travailler, des gens qui arrêtent de travailler, etc. Ce que moi, j'ai testé, ça fait quand même des sacrées différences dans les trucs. Ça, c'est dans le livre. Et puis, il va y avoir des phrases comme « on va 1,2 fois au magasin par semaine et on y rencontre 5 personnes en moyenne », qui sont quand même des hypothèses un petit peu fortes, pour se permettre d'en faire de l'extrapolation pour dire voilà comment ça va se passer, voilà mon modèle est validé et il est juste et il raconte vraiment ce qui va pouvoir se passer. D'autant qu'ils ont fait 200 bootstraps pour 194 paramètres, donc dont 170 viennent de la littérature et ne sont même pas estimés sur les 200 bootstraps. Et en gros, ils testent deux paramètres qui sont cette fameuse contamination en particulier qui est quand même un truc qu'on ne connaît pas. Là, il y a le papier de Gianluca Manzo. Lui, il prend le point de vue inverse, c'est-à-dire que lui, il insiste énormément sur les super spreaders. C'est-à-dire il explique combien déjà nos vies sont en fait hétérogènes. Il y a des gens, et donc ça, c'est son graphique en haut à gauche, c'est la distribution des gens en fonction du nombre de personnes qu'ils rencontrent dans leur journée amicale. Donc, on va de 0 à 38, en gros à 40, chacun qu'on rencontre de nos amis par jour. Bon. Et ensuite, il y a à droite, c'est les réseaux, le nombre de personnes qu'on connaît par le travail. Et donc, on va quand même de gens qui, souvent, ont vers 5 ou 10 rencontres par le travail jusqu'à 1000. Alors, peut-être 1000, je ne sais pas trop qui c'est, mais en tout cas, dans les 400, il y a un certain nombre de personnes. Et évidemment, ça transforme totalement
les résultats de circulation des virus. Et c'est ce qu'ils montrent en fait à l'intérieur de leur modèle. Ils montrent que vous voyez 3 courbes différentes. Ces 3 courbes, dans haut, milieu et bas, c'est que ça diffuse plus ou moins vite. Donc, c'est 3% de 5% ou 7% de probabilité de passer la maladie à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et là, vous voyez, entre rouge, bleu et noir, c'est justement des tendances à avoir les amis de mes amis sont mes amis. Donc, de noir vers rouge, c'est plus ou moins small world, quoi, ce qui correspond à ce qu'on connaît dans la réalité. Et aux représentations classiques de ce qu'on connaît dans la réalité. Et ce qu'on constate quand même, c'est que ça a un impact assez important à l'intérieur. Et quelle que soit la vitesse de propagation finalement interindividuelle, ça fait des histoires qui n'ont aucun rapport. Et que donc, si on ne parle pas des bonnes formes de réseau, on est sûr de se tromper. Alors, ça, il l'a démontré. On a fait un séminaire la semaine dernière au GEMAS qui était que sur la question des 80-20, dont vous avez reparlé. Hein. Il y a un problème de 81 ou 90-10, c'est-à-dire que finalement, il y a une hétérogénéité dans ce R. Ce n'est pas tout le monde qui transmet. En plus, on sait que ça a été très nosocomial. Il y a eu une estimation qui allait jusqu'à 40% des gens infectés en Angleterre qu'il était à l'hôpital. Donc, on voit bien que ça, c'est quand même un truc très, très important. Et donc là, lui, il a conclu sur comment est-ce qu'il faudrait faire les vaccins en ciblant sur un certain nombre de personnes. Bon, c'était avant qu'on ne sache pas exactement quel était le niveau d'efficacité du vaccin dans le blocage de transmission, dont on n'a pas parlé. Moi, ça, c'est un truc que j'aimerais bien discuter parce que j'ai du mal à comprendre où on en est par rapport à ça. Nous, j'ai refait tout un tas de modèles pour aller dans son sens à lui. On a vérifié la différence entre les super spreaders individus, les gens super spreaders, et les rencontres, genre les événements. Donc, une personne qui est toujours en contact avec beaucoup plus de monde ou des événements où il y a des gens qui se rencontrent aléatoirement, de façon régulière. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait avec des rencontres où il n'y a pas beaucoup de gens régulièrement, genre mariage, et on a fait des rencontres où il y a 1/10 de la population qui se réunit une fois de temps en temps. Et en fait, malgré tout, les super spreaders, là, on les voit. Alors, après, on a inventé une espèce de mesure relative des contributions relatives, justement, à R0 relatif. Enfin, c'est pas un R0, mais la part relative de la contamination par des super spreaders ou par les événements, c'est-à-dire quand la transmission a lieu au moment des événements. Il a aussi fallu faire des équivalences de nombre de liens. Enfin, ça a été un travail un petit peu intéressant au niveau des mathématiques et des comment c'est les équivalences entre des situations, parce qu'on voulait comparer, quoi. Donc, pour comparer, il faut créer les possibilités de description des situations et les indicateurs pertinents. Donc, en gros, quand même, tout ce qu'on a fait tourner, alors pareil, à critiquer, mais tout ce qu'on a fait tourner, ça va vraiment dans le sens que les super spreaders sont hyper importants dans la dynamique et que c'est vrai que c'est des personnes. Voilà. Alors, sur la question de faire un arbitrage, on a fait faire un petit modèle suite à une question qui était sur la Suède et donc sur la question de l'autoconfinement au moment où on sait qu'on est malade. Donc là, on a pris une durée de maladie et de contagion de 14 pas. On a fait un truc un peu… Tout le monde était pareil, toutes les maladies duraient de la même façon, etc. C'est vraiment… On a fait d'autres modèles qui est dans le bouquin, on n'a pas fait la même chose. Les durées de maladie n'étaient pas les mêmes, etc. Mais c'est des parcours de maladie. Mais voilà, à chaque fois qu'on a pris une question, on a simplifié sur tous les éléments pour ne pas faire des choses trop compliquées, pour pouvoir regarder un seul effet. Bon, ça, c'est ma méthode, de toute façon, depuis toujours. Et donc, l'idée, elle était de tester la vulnérabilité du système de ce modèle suède. Parce qu'il y avait toujours 2 arguments négatifs par rapport à l'idée de l'autoconfinement dès qu'on sait qu'on a quelques signes. C'est va-t-on vraiment être sérieux? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont vraiment se confiner quand ils commencent à se sentir pas bien, etc. Et puis surtout, toute cette question des asymptomatiques, quand est-ce qu'on saura qu'on est malade et qu'on transmet? Alors, donc, donc, ça permettait de faire des tests où on croisait finalement ces types de contraintes pour tester dans quelle mesure est-ce que l'idée politique publique pouvait être ratée, ne pas fonctionner à cause de défauts. Donc, bonne politique publique qui fonctionne bien. Bon, alors, en haut à gauche, on a le nombre d'infections et dans le temps sans confinement. À droite, c'est si c'est ciblé idéal, c'est-à-dire qu'il respecte, tout le monde respecte, et tout le monde est au courant dès qu'il est malade, Donc, il va à la maison. Là, il ne peut plus se transmettre qu'à la famille, mais en fait, ça ne démarre pas.
Et ben en plus, on se met à faire des gestes, on fait les gestes barrières quand on est malade, donc on réduit par 2 la tendance à transmettre, même dans sa famille. Donc, ça ne se transmet pas, c'était l'état qu'on voulait. Et après, on a testé, si finalement, il n'y a que 20% de gens qui sont raisonnables, déraisonnables, pardon, s'il y a 20% de gens qui ne font pas du tout ça, qui ne prennent pas en compte le fait qu'ils sont malades et qui continuent à vivre leur vie quand ils se mouchent, quand ils toussent plutôt, parce que c'est plutôt tousser. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, vous l'avez en bas à gauche. Il est encore possible d'avoir des épidémies qui ne démarrent pas. C'est possible. En principe, là, vous voyez les points bleus, c'est plutôt quand le premier agent, c'est un agent raisonnable. Donc là, on arrive à vraiment endiguer. Mais quand un agent est non raisonnable, ça arrive aussi que le fait qu'il rencontre des agents raisonnables par la suite, pouf, ça indique tout de suite l'épidémie. Et à l'autre bout, eh bien, on a toutes les situations où, en haut, où ça n'a pas fonctionné et donc elle a duré longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Et là, ça peut être si c'est un agent raisonnable ou déraisonnable au début. Parce que s'il vit dans la famille et quelqu'un qui est déraisonnable, cette personne déraisonnable va les transmettre assez rapidement. Voilà. On a 85% de raisonnables. Il y a 3 personnes à la maison. On a 3 voisins, on est 4 à la maison, il y a 3 voisins. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est raisonnable, on peut quand même encore infecter 3 personnes. Et si on réduit le taux de déraisonnable, si la plupart des gens sont compliant aux règles, finalement, on voit qu'on descend assez vite la tendance à aller vite de l'épidémie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne démarre pas du tout, mais par contre, elle va beaucoup moins haut et rapidement. Donc, si on est parfaitement informé, on voit quand même très, très nettement une différence entre, si ce n'est pas très respecté, 80% de la population seulement, donc ça ne tient pas. Et puis, en fait, ça commence à tenir à peu près et à ne pas faire un pic trop important à partir de 85% de la population qui respecte dans notre modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a en termes d'activité économique, si on doit mettre ça, alors on a fait un critère excessivement simple, on a fait le nombre de personnes qui peuvent continuer à être actives. Et ce qui n'est un petit peu pas complètement vrai dans l'histoire récente, puisque les gens du tertiaire, ils n'avaient pas trop de difficultés à travailler à la maison, c'est les autres qui avaient... Enfin voilà, donc peut-être il faudrait faire ce modèle uniquement pour... où on parlerait des actifs qui seraient uniquement les gens du secondaire. Enfin bon, il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus utile, mais qui n'était pas l'idée. L'idée, c'était de montrer qu'on peut aussi avoir ce point-là en permanence comme information. Voilà, donc c'était pour dire qu'on peut avoir plusieurs types d'informations en permanence dans ce type de modèle un petit peu plus complexe. Alors après, ça s'effondre effectivement pas mal, hein, cette hypothèse-là, quand on commence à ne pas être au courant de ces premiers symptômes. C'est-à-dire que si on considère que les agents sont tous capables d'infecter de la même façon, quel que soit leur degré d'infection, enfin, le moment de l'infection pendant les 14 jours, tout le monde transmet exactement de la même façon. Tout le monde transmet, ce qui n'est pas complètement sûr, vu qu'on sait que pour les enfants, ce n'est pas très clair, qu'il y a des gens qui, asymptomatiques, n'ont pas vraiment transmis, enfin bon, et que c'est 10% des populations qui transmettent. Donc là, on a fait des hypothèses hyper fortes, mais dans le cas où ce serait tout le monde qui transmettrait, qui ne serait pas au courant qu'il est malade tout de suite, si on sait qu'on est malade dans les 5 premiers pas de temps et qu'il y a tout le monde qui est raisonnable, on arrive encore à avoir une épidémie correcte. À partir du moment où il commence à y avoir, le graphique du dessous, des agents qui ne sont pas raisonnables, nous, 85%, ça tenait encore, selon nos critères, si on savait tout de suite qu'on était malade. Dès qu'on commence à avoir 1-2 jours, il y a de plus en plus d'épidémies qui sont un peu embêtantes. Et puis à partir de la 3e, vous voyez, la barre de moyenne, elle a monté, c'est fini. On a tout le temps des épidémies. Enfin, la majorité des épidémies devient très importante. C'est un peu... voilà. Donc en fait, il y a quand même la principale vulnérabilité de cette question-là. Elle est effectivement, d'un point de vue purement informationnel pour l'individu, c'est est-ce que je suis malade ou pas. Après, on voit bien qu'il y a tous les problèmes de savoir si on peut faire effectivement du travail à la maison facilement. La déclaration à Amélie qui s'est mise en place en septembre en France seulement pour dire je suis malade, je ne vais pas travailler, etc. Bon, c'est sûr qu'il faut aussi avoir toute cette infrastructure-là en place. Et justement, l'idée qui est marquante, c'est qu'en fait, si on fait démarrer ce confinement ciblé tout de suite, on arrive à donner, enfin avec tous les autres facteurs ne bougeant pas, on arrive assez bien à ce que ça fonctionne. Donc, s'il est déjà en place, il fonctionne plutôt bien et on n'arrive à pas avoir de chute d'activité en particulier. Il n'y a pas plein de gens malades en même temps. Par contre, si on le met en place avec un peu de décalage, donc nous, là, 14 pas de temps, c'est la durée d'une maladie quand même.
d'un malade, c'est pas très très long. Bon, après, on a une petite population majeure, mais quand même, c'est pas hyper long. Et si on décale un petit peu le démarrage, là, pour le coup, tout le bénéfice qui était de conserver une activité économique chute parce qu'on a beaucoup trop de malades en même temps qui ne vont pas pouvoir travailler en même temps. Donc, en fait, voilà, ce serait quasiment un régime prophylactique, ce qui était un peu l'idée enfin, prophylactique au niveau social, hein, qui était un petit peu l'idée qui a été développée avant du fait qu'il y a des mesures qui peuvent fonctionner tôt, mais pas plus tard. Et d'ailleurs, alors, moi, il y avait un truc auquel je tenais et qui n'a pas marché. Et donc, j'étais très triste. C'était l'idée qu'il fallait remettre dehors tous les malades qui ont été guéris. Parce que comme ils étaient immunisés, ce qui s'est vérifié, je sais qu'il y a eu toute une période où on discutait est-ce qu'ils sont immunisés, est-ce qu'ils sont... Quand même, les cas de gens qui rattrapent dans l'année, il n'y en a pas beaucoup. Après un an, ça a l'air de chuter, mais quand même, on est assez bien protégé visiblement par cette maladie pendant une année. Je me disais, on sort, ils sont susceptibles, donc ils vont se mélanger à la population et donc ils vont empêcher le passage du virus si on les fait ressortir. Cet effet-là, je ne l'ai pas du tout. Alors, j'étais très triste. Peut-être qu'il faudrait l'avoir dans d'autres modèles ou quoi. Mais vraiment, ça aurait été le truc que j'avais projeté comme étant fonctionnant. Alors, l'effet confinement, moi, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu plus controversé que ce que vous avez dit, parce qu'il est quand même à l'heure actuelle très, très discuté, je trouve, à l'international, avec plusieurs formes de démonstration. Pour moi, on est avec une controverse qui est encore en cours sur la question de l'effet du confinement. Déjà, il y a des comparaisons macro. Donc, il y a les deux Dakota, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Je ne me souviens jamais, je sais qu'on parle toujours des deux Dakota comme exemple, dont je ne me souviens jamais lequel des deux était confiné ou pas, parce qu'il y avait un républicain et un démocrate, et visiblement, ils ont quand même des courbes, des histoires assez proches. On a la Suède qui a quand même fait pendant une période quelque chose de pas mal, c'est-à-dire que même si au bout d'un moment, ça devient moins bien, n'importe quoi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la première année, finalement, ils n'étaient pas tellement en dessous enfin, peut-être pas tellement pire que d'autres pays européens, en ayant quand même un impact et démocratique et économique largement moindre. Après, il y a les démonstrations ad hoc qui ne me plaisent pas beaucoup, de pas mal de nos collègues, et ça je veux bien en discuter, qui est mon modèle non validé, parce qu'en général ils sont assez mal validés ces modèles, avait prévu 200 000 morts, nous n'en avons que 100 000, alors ça veut dire qu'on a réduit de moitié la mortalité. Alors là, je trouve qu'en général, c'est pas très fin ces démonstrations-là. D'ailleurs, là pour le coup, si vous voulez chercher un endroit où ça fait beaucoup rigoler sur Internet et où tout le monde se moque des modélisateurs officiels à cause de cette démonstration-là, catastrophe. C'est-à-dire que là, le ridicule des scientifiques autour de ça, moi qui suis observatrice également des zones de contestation, wow, ça, c'est vraiment pas un bon argument à donner en public. Parce qu'il y a des gens éduqués, il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un modèle, et donc un modèle à qui on peut vérifier qu'il s'est quand même trompé souvent, et puis après, on sort ça comme démonstration, ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est peut-être un des points qui aurait été problématique pendant la période. Et après, à l'heure actuelle, sortent pas mal de choses qui sont des arbitrages qui ressemblent plus à la question de la santé publique, année de vie perdue, gagnée. Alors ça, c'était... Attends, je passe sur notre petit test. Il y avait un papier de Gaspard Koenig dans les Échos qui est un ultralibéral avec une logique très, très, justement... risque, optimisation, etc. Et qui avait signalé cette question de dire, mais finalement, de quelle vie on est en train de parler, de quelles années on est en train de parler, et qui, lui, est apparemment pas trop pour le confinement, dans la mesure où on considère que ça fait plutôt perdre la vie des jeunes, quoi. Et que c'est celle-là qui a de la valeur dans une société, pas celle des gens de plus de 65 ans. Bon. Ce qui se peut s'entendre. Et alors, il y a un nouveau papier qui est sorti de l'ELE, là, où ils ont fait un calcul du type année de vie gagnée, année de vie perdue, uniquement basé. Alors, assez simple. Hein. Alors là, je me dis, il est ultra simple. Déjà, ils ont une estimation du nombre d'années gagnées par le confinement qui est de 500 000 ans en France, gagnées de vie. Par contre, ils en sont déjà à 1,2 million de vies perdues, rien que par perte de budget. Ils ne comptent même pas les reports de diagnostic, etc., qui semblent quand même avoir été un des problèmes. Donc là, le coût du confinement en France, pour l'instant, c'est-à-dire sans que la discussion soit réellement engagée au niveau scientifique et où il y ait des contre-analyses, avec vraiment une analyse ultra simple, à mon sens, mais qui ne m'a pas l'air très fausse, c'est-à-dire trop simpliste, mais qui donne déjà un ordre de grandeur. On est à 1,2 million d'années perdues par confinement contre 500 000 années gagnées.
Donc, comme ce confinement, il était contesté, moi, je me suis dit, bon, bah, moi, je suis dans des modèles artificiels, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le confinement, il aurait un effet négatif au moment où il arrive trop tard? Et donc, une des discussions, c'était, bah oui, mais quand on met les gens dans la même famille, au même endroit tout le temps, ou qu'ils ne fréquentent qu'un tout petit sous-groupe de leur vie, de leur relation, ils sont beaucoup moins prudents. Donc, il va y avoir, on change, certes, il y a 70% des relations qui sont en moins, mais ces relations deviennent plus contaminantes. Donc ça, c'était une hypothèse. Alors, si je ne fais pas cette hypothèse-là, ce qu'on voit là, c'est la courbe normale de notre infection, et puis la date à laquelle on met en place le confinement. Et s'il n'y a pas de problème de réallocation du risque, c'est-à-dire que chaque interaction n'est pas plus risquée au sein de la famille, alors c'est super, ça marche très très bien. On coupe des relations, et donc, bah, paf, la courbe, elle s'arrête tout d'un coup et elle se met à avoir la forme de si on n'a que 30% des interactions. Voilà, c'est la courbe de 30%, donc on la voit. Et alors, idéalement, si on la commence à temps 0, il n'y a pas d'épidémie qui démarre à temps 1, on a une toute petite épidémie. Enfin. Par contre, si on se met à compter l'augmentation du risque au sein de la famille, il faut pas arriver, alors dans notre modèle, on arrive à partir de 3,5 fois multiplier le risque de transmission au sein de la famille, ou de la nuit, ou de la colocation d'étudiants, ou enfin bon voilà, quoi, le lieu où on est avec d'autres gens. À 3,5 fois, on arrive à avoir un pic plus élevé, ce qui n'est pas ce qu'on veut, puisque, alors il faut pour ça, il y a 3,5 fois, et on est décalé dans le temps au moment où le pic se met en place. Donc là, c'est pour un pic au bout de 30 pas de temps, où l'épidémie est déjà lancée, on met le confinement en place, et à ce moment-là, il y a un petit peu, hop, une petite bosse de réaugmentation. Qui s'amplifie très vite. Si on fait l'hypothèse de multiplier par 4 et qu'on est décalé dans le temps au moment où on met le confinement, on a un truc qui augmente un peu. Et il y avait eu un certain nombre de gens qui disaient que dans certaines régions françaises, c'était plutôt ça qui s'était passé, et parce qu'il y avait eu un démarrage un peu tardif, donc en Île-de-France en particulier, un peu tardif du confinement, et qu'en fait, on était plutôt même avec cette idée de multiplication, pour les autres régions, on était plutôt dans les zones où le début du confinement était très tôt par rapport au début de l'épidémie. Et donc là, pour le coup, ça avait bien bloqué la transmission et ça avait évité que l'épidémie se fasse. Et que donc, encore une fois, là, ça serait intéressant, finalement, d'essayer de voir rétrospectivement aussi est-ce que ce type de phénomène a pu arriver ou pas, ce qui veut dire quand même qu'on est, nous, obligés de mettre une hypothèse assez forte qui est au sein des familles, on se contamine plus, ou au sein des sous-groupes d'amis qui restent en contact pendant un confinement. Voilà. Donc ça, c'était quand même... et je trouve ça intéressant, moi, d'avoir explicité ça. Par contre, le point intéressant, c'est que dans tous les cas, on ne fait pas augmenter le nombre total d'infectés par rapport à la situation de base. À aucun moment, finalement, on arrive à tuer plus de gens dans nos modèles. Donc, en fait, tout ce qu'il y a, c'est que le pic devient un peu plus élevé. Mais ça, c'est problématique dans la gestion des saturations. S'il n'y a pas de problème de saturation, le fait de faire un pic un peu plus haut, s'il dure moins longtemps, ça peut être aussi un avantage. Là, pour le coup, on ne parle plus vraiment que de la Covid. Mais... Alors, moi, j'ai aussi une autre question, c'est cette question de la vague. Parce que j'ai jamais compris cette métaphore. Pour moi, on n'est pas du tout dans un truc de vague, on est dans un truc de diffusion, donc éventuellement du feu. Mais la vague, pour moi, c'est quand même une onde qui se déplace et qui fait bouger verticalement des molécules. Alors ça m'a toujours un petit peu embêté qu'on utilise des métaphores uniquement parce que la forme, c'était une cloche, c'était pas une vague. Ça, j'ai pas aimé, j'avoue. D'autant qu'on l'a produit quand même de façon quasi automatique sur nos modèles. Donc, je me dis, il y a un petit artefact quand même quand on nous dit dès qu'il va y avoir le déconfinement, ça va repartir. Ben oui, mais sauf que la saisonnalité n'étant pas prise en compte, oui, effectivement, dans nos modèles, le virus, c'est toujours le même, il réagit de la même façon, il se transmet de la même façon, etc. Et donc, effectivement, on produit nécessairement un rebond épidémique une fois qu'on arrête Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction du nombre de personnes qu'on autorise à aller travailler, et ben, s'il n'y a que 20% des gens qui sont dehors, ça va être super juste avant le confinement, mais on va avoir un gros rebond. Et puis finalement, la situation la mieux, paradoxalement, c'est d'avoir un peu plus de gens qui vont travailler. Donc quasiment, il fallait avoir 40% de la population dehors, qui pour le coup faisait un pic plus élevé que si on avait gardé les gens bien à la maison. Mais sur la durée de l'épidémie, il y avait une mortalité moins forte. Donc en fait, quand même, dans tous ces trucs-là, il y a les deux qui sont à prendre en compte. Et je ne sais pas si les deuxièmes vagues dans des pays qui n'ont rien eu jusqu'à maintenant, et si une vague se met en place dans un pays qui jusqu'à maintenant n'a rien eu,
Et ça, c'est pareil, il faut poser la question, parce qu'il y a cette question des Seychelles, du Chili, etc. Donc finalement, on se dit la vaccination dans l'absolu n'a pas protégé tout le monde. Si maintenant des pays qui n'ont jamais été touchés sont touchés, quel bilan on va avoir, quoi. Enfin, moi c'est à partir du moment où il y a cet effet où de toute façon, ça passe sur la population à un moment. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une question. Bon, alors que faire des simulations? Moi, j'ai dit, on peut créer des contrefactuels, on peut tirer nos paramètres hors des zones évidentes, on peut fabriquer des histoires qui ne sont pas forcément plus ou moins crédibles. Moi, je veux bien que mon histoire de confinement, ce ne soit pas crédible et que ce ne soit pas comme ça que ce soit passé, mais au moins, on peut en discuter. Au moins, on peut en discuter. Et comme il y a des contestations et des controverses dans tous les sens dans ces histoires, moi, j'ai au moins 10 ou 12 points de controverse, à mon avis, non finis, à l'heure actuelle, où il y a des discussions entre scientifiques, hein, parce que dans le grand public, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'information, il n'y a plus rien. Mais par contre, chez les scientifiques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je trouve que ça permet quand même de faire des discussions, et c'est très peu coûteux pour faire des modèles comme ça, une fois qu'on sait les faire. Il y a pas mal de gens qui savent faire. Parce que le modèle, finalement, et ça, ça je l'ai déjà dit, un modèle, ce n'est pas la vérité. Un modèle formel, à la place, à l'intérieur du modèle formel, on arrive à avoir des résultats qu'on peut dire durs, c'est-à-dire des régularités, des propriétés mathématiques, des propriétés structurelles qui vont être... Mais l'acceptation du modèle comme étant une bonne représentation de la réalité, ça n'a rien d'une science exacte. C'est du mou. C'est du mou conventionnel à l'intérieur de communautés de pratique entre personnes qui sont d'accord pour que ça soit suffisamment ressemblant, ce modèle, et suffisamment pertinent pour que ça les aide à réfléchir collectivement à la même chose, au même objet. Mais il n'y a pas de vérité. Je veux dire, les modèles d'extrapolation, ils sont relativement vrais, mais en fait, on se rend compte qu'on pourrait peut-être en avoir d'autres qui seraient vrais aussi et qui feraient exactement la même chose. Donc, la question, il n'y a pas d'unicité des modèles pour représenter les phénomènes complexes, on le sait. Donc en fait, c'est là où la discussion et l'argumentation et la rencontre de communautés est nécessaire. Alors évidemment, après, les communautés qui se rencontrent ne vont pas toutes s'écouter de façon... Mais donc voilà, moi je trouve que l'avantage, c'est quand même l'explicitation, la possibilité de créer des trade-offs entre plusieurs paramètres. Chercher des hypothèses pour voir mais qu'est-ce qui pourrait expliquer tel ou tel phénomène. Et on peut se creuser la cervelle et les fabriquer. Je pense que ça n'aurait eu d'intérêt que dans un dialogue qui n'a pas vraiment été mis en place. Je ne vais pas sur les questions démocratiques qui ont été soulevées autour de la démocratie technique, etc. Parce qu'il y a Barbara Stiegler qui a écrit un très intéressant livre là-dessus. Bergeron et Halk ont décrit la crise de la Covid comme une crise organisationnelle dans laquelle on a chanté toutes les structures existantes. Et finalement, c'est des boîtes privées qui ont servi de conseil au gouvernement plutôt que les administrations déjà en place, les fonctionnaires déjà formés, les structures déjà installées, etc. Donc ça a été démontré déjà. Hein, en fait, le vrai problème, ça a été que notre République n'a pas utilisé les outils qu'elle s'était elle-même donnés antérieurement. Plus généralement, moi, j'ai plutôt tendance à considérer que le dialogue scientifique, comme j'avais dit, est totalement polarisé. On ne peut plus discuter. Là, il y a mon collègue, il a posté, lui, il est sur Twitter, il a posté un truc disant, c'est bizarre, autant en Ile-de-France, là je les ai ces graphiques si on veut, autant en Ile-de-France, on voit une diminution de la présence des plus de 80 ans, parce qu'il y en a quand même un petit peu des plus de 80 ans en soins intensifs, autant en hospitalisation, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on est au même niveau qu'en octobre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont quand même hospitalisés malgré la vaccination? Même on peut dire le mot Seychelles, des fois on se fait fâcher parce qu'on n'a pas le droit de parler des Seychelles, etc. Et donc c'est pas facile de dialoguer à l'heure actuelle et de poser des questions même sincères par rapport à la compréhension des phénomènes, parce que tout de suite on va être classifié, tu mets en doute, tu ne mets pas en doute. Et je trouve que quand même l'exemple des origines a été une histoire extraordinaire de marqueur des accusations de complotisme, parce que je vous rappelle quand même qu'en mai dernier, on a expliqué à Luc Montagnier qui avait parlé des origines du Covid comme étant peut-être fabriquées. On a expliqué qu'il était gâteux, qu'il était complotiste. Un an après, disons que moi, je suis au courant que les gens se sont auto-censurés pendant toute la période avant de le dire, mais maintenant, il y a pas mal de gens qui prennent la parole pour dire que c'est... oui, ils le savaient depuis longtemps que c'était une des grandes questions. Et ça, l'exemple des origines, je la trouve folle, parce que ça a été une discussion où on a humilié rituellement une quantité de gens en les traitant de tarés, de chercheurs, publics, des gens qui les ont traités de tarés, c'est en général des journalistes financés par de journaux privés, ou Facebook, ou des trucs comme ça. Et alors, ça a été d'une violence.
extraordinaire. Donc, il y a Isabelle Stengers aussi qui en parle dans l'esprit. Ça, je recommande un peu ces 3 papiers que je trouve, bon, quand même, qui permettent de mettre en perspective la qualité du dialogue scientifique dans la période. Moi, je pense, voilà, ça, je ne parlerai pas des trucs. On savait aussi déjà, ça je tiens à le préciser, Gerd Gigerenzer avait écrit très très longuement et explique très 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 bien tout ce que les médecins ne connaissent pas et ne comprennent pas en analyse du risque. En particulier les questions des probabilités conditionnelles et du risque relatif par rapport au risque absolu, ce qui pour la question du risque du gain par les vaccins est quand même une question que je ne comprends pas. Vraiment, hein, sincèrement, je ne comprends pas bien les discours qui sont tenus. Voilà. Donc je pense quand même que pour la accountability, c'était un outil qui était pas mal. Voilà. La transparence, la accountability et des hypothèses et les connaissances, l'accumulation des connaissances, voilà, c'était pas mal. Voilà, je dis tout ce que je veux dire.